C'était une mariée commandée par correspondance, arrivée un mercredi et abandonnée sur le quai avant même que l'heure ne soit écoulée. La diligence en provenance de la gare terminus arriva à 2h30. Elle fut la dernière à descendre. Une seule valise, une robe qui avait été repassée avant le voyage et qui n'avait pas survécu au trajet, les mains ballantes le long du corps et le menton haut, comme une femme qui a décidé à l'avance de ne pas s'effondrer. Albert Pioul attendait à l'autre bout du quai, un papier plié à la main et l'air d'un homme qui avait répété une mauvaise nouvelle si longtemps que cette répétition l'avait empiré. Il avait déposé le contrat auprès de l'agence 8 mois plus tôt. Depuis, il avait changé d'avis, mais n'avait écrit aucune lettre, car cela aurait exigé un courage qu'il ne possédait pas tant que des témoins étaient présents. Elle avait passé 3 ans à l'orphelinat où elle avait grandi, y restant pour faire des raccommodages, économisant ce qu'elle pouvait, attendant. Lorsque la proposition lui était parvenue, elle l'avait lue 2 fois, avait signé son nom et dépensé sa dernière pièce pour le billet. Albert dit qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Il le dit assez fort pour être entendu, ce qui constituait l'essentiel de sa cruauté, car le quai n'était pas vide, et avant le souper, la moitié de la ville serait au courant, et le reste le lendemain matin. Elle resta debout et le laissa finir, les mains le long du corps, son visage faisant ce qu'il devait faire. Il agita les papiers de l'agence une fois, non pas comme un acte de propriété, mais comme un poids. Tout le monde sur ce quai savait qu'une femme n'était pas une terre et ne pouvait être revendiquée comme telle. Mais il les tenait comme un homme qui voulait le poids du papier derrière lui. Puis il les remit dans sa veste et s'éloigna sans se retourner. Le quai se vida autour d'elle. Elle resta là, sa valise à ses pieds. La ville s'étendait devant elle, sans réponse claire sur la suite des événements. De l'autre côté de la rue, un homme sortit de la quincaillerie avec un sac en papier contenant des accessoires et s'arrêta sur la marche du trottoir. 32 ans, large d'épaules, des mains de charpentier, de la sueur sur sa manche depuis le matin. Il ressemblait à un homme qui avait porté trop de choses pendant trop longtemps, assez longtemps pour ne plus remarquer le poids. Il se tint sur la marche et observa le quai, la valise, le dos droit, l'espace vide là où un homme venait de se tenir. Puis il traversa la rue. Il s'arrêta au bas des marches du quai et leva les yeux vers elle. « Cette Calène, dit-il. J'ai 2 enfants et une maison qui a besoin d'être tenue. Je fais du travail de charpente 3 jours par semaine, donc vous auriez la maison pour vous le matin. » Il soutint son regard. « C'est temporaire. Le gîte et le couvert jusqu'à ce que vous ayez réglé la suite. » Elle le regarda un instant, le jaugeant. « Savez-vous cuisiner ?» demanda-t-il. Elle planta ses yeux dans les siens. « Oui, et je n'ai pas peur du travail acharné. » Elle ramassa sa valise. « Alors allons-y, dit-elle. » Ils quittèrent le quai ensemble, et derrière eux, la ville observait et emmagasinait l'information pour plus tard. La cabane se trouvait à la lisière de la ville, avec un cheval dans le enclos latéral et une marche de porche qui attendait d'être réparée. Elle le nota sans commentaire. À l'intérieur, la pièce principale était propre à la manière d'une maison gérée par un homme seul, fonctionnel, ordonné, sans aucune douceur. Un établi longeait le mur du fond, un poêle accomplissait sa tâche régulière. Sur l'étagère au-dessus de la fenêtre de la cuisine se trouvait un petit panier à couture avec un couvercle en bois. Il avait l'aspect de quelque chose que personne n'avait touché depuis longtemps, quelque chose que tous les habitants de la maison avaient tacitement accepté de laisser tranquille. Cette lui indiqua que la chambre donnant sur la cuisine était la sienne. Sa propre porte, son propre espace. Les enfants mangeaient à 18h. Lui mangeait quand il rentrait. Jacques arriva de l'arrière de la maison avec le timing d'un garçon qui écoutait depuis un endroit où il n'était pas censé être. 10 ans, la carrure de son père déjà visible dans les épaules, un visage qui gardait ses secrets pour lui. Il regarda Willa comme on regarde quelque chose dont on a déjà vu une version précédente et pour lequel on n'est pas prêt à changer d'avis. Il regarda son père. Puis il fit demi-tour et repartit d'où il venait, sans un mot, ce qui en disait long. Marie ne fit pas tant une entrée qu'elle ne matérialisa. 6 ans. Un ruban correctement attaché, l'autre simplement pendant. Elle se tenait près de l'encadrement de la porte de la chambre avec l'attention pleine et sans filtre d'une enfant qui n'a pas encore appris à désirer les choses discrètement. Elle regarda Willa de tout son visage. Willa la regarda en retour, stable et uniforme, sans rien jouer. « As-tu faim ?» demanda Willa. Marie considéra la question sérieusement. « Un peu. »« Viens m'aider à trouver ce qu'il y a dans le garde-manger. » Marie vint sans hésitation.
Le souper, ce premier soir, consistait en haricots, pain de maïs et un bouillon qui n'avait aucune raison de sentir aussi bon compte tenu de ce que contenait le cellier. L'odeur atteignit la pièce principale avant que quiconque ne s'assoie. Seth entra depuis la cour et s'arrêta juste inside la porte, quelque chose passa sur son visage, qu'il mit de côté. Jacques mangeait silencieusement. Marie mangeait, ses yeux allant constamment de son bol à Willa. À mi-repas, Marie posa sa cuillère et dit que la dernière femme qui s'était occupée de la maison avait brûlé tout ce qu'elle touchait. Seth prononça son nom. Marie regarda Willa à la place. C'est vrai, admit-elle. Les haricots brûlés sont une affaire sérieuse, dit Willa, les yeux fixés sur son assiette. Je ne prends pas ça à la légère. Jacques leva les yeux. Le coin de sa bouche bougea une fois, puis revint à sa position initiale. Il ne dit rien de plus, mais lorsque le souper fut terminé, il resta à table un peu plus longtemps que nécessaire avant d'aller se coucher, et Seth le nota sans commentaire. Le lendemain matin, Seth descendit du porche et la marche branlante tint bon sous sa botte. Il s'arrêta, appuya dessus à nouveau, resta là un moment. Il entra, versa 2 tasses de café et en laissa une sur le comptoir près de l'endroit où il a travaillé. Rien ne fut dit sur la marche. Elle n'en dit rien non plus. Ils burent leur café dans le calme matinal, et le froid du matin s'installa autour de la maison. Jacques la testa le 5e jour. Il se contenta de ne pas faire ce qu'elle avait demandé et s'installa pour attendre. Willa apparut dans l'encadrement de la porte de l'arrière-salle. Jacques, le bois. Il leva les yeux. J'allais le faire. Je sais. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Il la regarda, soutint son regard, trouva ce qu'il cherchait, puis se leva et apporta le bois sans argumenter. Elle le remercia simplement et retourna à la cuisine. Seth avait entendu depuis son établi. Il posa son rabot et resta dans le silence un moment avant de le reprendre. Les jours trouvèrent ensuite leur rythme. Jacques commença à rester à table après les repas, sculptant ou lisant, présent d'une manière qu'il n'avait pas été auparavant. Marie suivait Willa de pièce en pièce avec la dévotion d'une petite ombre, aidant là où elle pouvait atteindre et observant attentivement là où elle ne le pouvait pas. Seth commença à rentrer de son travail de charpentier à la même heure chaque soir. Un soir, Willa lut à Marie dans le livre d'histoire sur l'étagère, faisant les voix sans embarras. Marie se pressa contre son côté avec la confiance totale d'une enfant qui a pris une décision et ne voit aucune raison de la revoir. Jacques était assis à l'autre bout de la pièce avec quelque chose entre les mains. Il ne leva pas les yeux. Il ne partit pas. Au moment où le gel s'installa définitivement le matin, Marie avait cessé de suivre Willa comme une invitée et avait commencé à la suivre comme une enfant chez elle. C'était un matin gris et quelconque lorsque cela arriva. Marie traversait la cuisine en chaussettes, encore chaude du sommeil, absorbée par une affaire privée, lorsqu'elle accrocha son pied au seuil entre la cuisine et le couloir, et tomba lourdement sur les 2 paumes. Le son qu'elle émit était celui de la surprise, le genre qui précède le moment où un enfant décide si cela mérite des larmes. Elle décida que oui. Willa descendit au sol avec elle avant que les pleurs n'aient vraiment commencé. Elle prit les 2 petites mains dans les siennes, examina les paumes et les maintint chaudes et stables, sans faire d'histoire, sans bouger. Et Marie, sans intention de dire quoi que ce soit, prononça le mot qui était simplement vrai. Maman. Le mot entra dans la cabane et n'en sortit plus. Les mains de Willa restèrent où elles étaient, une respiration, pas plus, puis elle attira la fille contre elle et la tint jusqu'à ce que les pleurs s'épuisent, calme et certaine, ne donnant aucun signe extérieur de l'effet que le mot avait eu sur la pièce. Seth se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre. Il avait entendu. Il se tenait là, une main sur le cadre, regardant le sol du couloir sans bouger. Quelque chose se produisait en lui, et il détournait les yeux. Certaines choses changent dès que vous les regardez directement. À table, Jacques s'était immobilisé. 10 ans. Il savait exactement ce qu'il avait entendu et exactement ce que cela signifiait, et quelque chose dans son visage, fermé depuis longtemps, s'ouvrait lentement. Seth retourna dans sa chambre et s'assit au bord du lit, la main à plat sur le genou, et y resta tandis que le matin avançait tranquillement autour de la maison. Abigail Cutler vint se tenir beside Willa au comptoir du magasin général un vendredi après-midi, avec la manière chaleureuse et exercée d'une femme délivrant une préoccupation qu'elle avait préparée à la maison. Elle parla des apparences, de ce que les gens disaient, de la forme naturelle qu'une situation prend lorsqu'on la laisse tranquille, et de la confusion née du fait que les enfants se faisaient une fausse idée de ce qu'était un arrangement.
Elle choisit ses mots comme on choisit des outils pour leur utilité. Elle partit sans rien acheter. Willa posa ses pièces sur le comptoir une par une et rentra chez elle. 25 ans, et elle avait été évaluée par des femmes aux voix préparées dans suffisamment de pièces pour avoir développé une patience durable face à cela. La patience d'une femme qui sait que la mesure qu'une autre personne prend d'elle n'est pas la vérité. Elle se tint à la fenêtre de la cuisine, les mains sur l'appui, et regarda la cour, la ligne de pin au-delà et le ciel froid et plat plus longtemps que nécessaire. Puis elle commença à préparer le souper. Ce soir-là, c'était au fourneau et elle finissait la vaisselle, et sans lever les yeux du feu, il dit « Ça va ?» Elle garda les mains dans le bac, y réfléchit honnêtement. « Oui, dit-elle. » Il hocha la tête une fois vers le feu. Elle retourna à la vaisselle, et la pièce maintint son silence autour d'eux deux. Près d'un mois plus tard, Dalmarch n'avait aucune intention de causer des problèmes. Il était au saloon un mardi soir, parlant comme les hommes parlent à la fin d'une longue journée. Facile, sans hâte. Il dit que la propriété des Callen semblait différente Lately. De la fumée aux bonnes heures. Les enfants semblaient plus stables. Cette femme du quai, celle qu'Albert avait laissée planter là devant la moitié de la ville. Il y avait quelque chose chez elle, dit Dal. Les enfants s'étaient attachés à elle comme ils ne l'avaient jamais vue auparavant. L'aîné commençait à s'ouvrir. La plus jeune avait commencé à l'appeler « maman ». Il tendit la main vers son verre. Albert s'était immobilisé au bout du bar. Dal continua à parler, sans remarquer, disant que c'était bien de voir cette maison avec un peu de vie à nouveau. Albert regarda la rangée de bouteilles en face de lui. Il avait les papiers de l'agence dans sa veste. Il avait une fierté qui le tracassait depuis le quai. Et maintenant, une image se formait dans sa tête. Une lumière chaude aux fenêtres. Des enfants apaisés. De la fumée aux bonnes heures. Une femme que les enfants avaient déjà commencé à appeler maman. Il posa des pièces sur le bar et se leva. « Où habite Callen ?» demanda-t-il. C'était un jeudi matin, froid et clair, et Seth et Willa sortaient du bureau de poste ensemble. Il était allé chercher un avis concernant Dubois. Elle avait marché avec lui parce que les enfants étaient à l'école et que la matinée se déroulait ainsi. Lorsqu'Albert s'avança au milieu de la rue, les papiers de l'agence à la main et la voix projetée pour porter loin. « Les frais ont été payés, dit-il. Le contrat signé. Une obligation ne se dissout pas parce qu'une femme a trouvé un endroit plus confortable où être. » Il tenait les papiers en l'air comme un acte de propriété, bien que tout le monde dans cette rue sache ce qu'ils étaient réellement. Puis il utilisa le mot « mienne » et la rue l'entendit atterrir. Tout ralentit. Une femme près du magasin de tissus secs s'arrêta de marcher. Deux hommes devant le magasin d'aliments pour bétail se tournèrent. L'air froid figea tout. Willa se tenait busy de Seth. Elle ne recula pas. Elle ne regarda pas Albert. Elle se tint comme elle s'était tenue sur le quai, droite, inachevée, sauf que cette fois, il y avait quelqu'un debout à côté d'elle, et toute la rue pouvait voir qu'il n'avait pas bougé. Seth regarda les papiers. Il regarda Albert. Puis il se tourna vers Willa, sa voix basse et égale. « Reste ici. » Ce n'était pas un ordre. C'était la façon dont on parle à quelqu'un vers qui on revient. Il marcha vers la banque. 4 minutes à l'intérieur, il ressortit avec de l'argent qu'il avait gardé sous les planchers pendant 2 ans. Tout ce qu'il avait mis de côté pour racheter une part dans un vrai ranch. Le travail lent et patient d'un homme qui reconstruit depuis la base. Il traversa la rue et lui pressa l'argent dans la main, le tenant là jusqu'à ce que les doigts d'Albert se referment dessus. Cela règle les frais, les honoraires et toutes les excuses avec lesquelles tu es arrivé. Sa voix était plate et finale. Cela ne l'achète pas. Cela la libère de toi. Maintenant, pars. Albert regarda l'argent. Il regarda la rue qui le regardait. Il regarda Willa une fois, et quoi qu'il ait trouvé dans son visage, ce n'était pas ce pourquoi il était venu en ville. Puis il marcha vers son cheval et partit, et le matin froid se referma derrière lui. La rue retint son souffle. Seth se tourna, non pas vers la foule, mais vers elle. Elle le regardait déjà, les mains le long du corps. L'épuisement qu'elle portait depuis le quai avait disparu de ses yeux, et quelque chose de plus stable avait pris sa place, le regard d'une femme debout sur un sol qui tient bon. Il se tint devant elle. Le vent venait des collines entre eux, propre et froid. Il avait traversé une rue avant d'avoir décidé de le faire.
Il avait laissé du café sur un comptoir et n'en avait fait tout un plat. Il venait de remettre 2 années d'économie à un autre homme sans hésiter, parce que rester là pendant qu'on l'emmenait n'était pas quelque chose qu'il pouvait être. Il n'était pas un homme qui enrobait les choses plus joliment qu'elles ne l'étaient, et il n'allait pas commencer maintenant. « J'aimerais que tu restes, dit-il. Comme ma femme, si c'est ce que tu veux. » Elle regarda cet homme, et elle prit l'espace que choisir pour soi-même exigeait, et personne ne la pressa, et la rue froide attendit. « Oui, dit-elle doucement et complètement, sans rien retenir. C'est ce que je veux. » Il laissa échapper un long soupir lent, et sa main trouva la sienne et se referma dessus. Autour d'eux, la ville revint à elle-même, des bottes sur le trottoir, une porte quelque part s'ouvrant et se refermant, le vent des collines steady et propre, et le ciel pâle de l'hiver continuant au-dessus de tout cela. Le ranch devrait attendre. Pour la première fois depuis des années, attendre ne ressemblait pas à perdre. Jacques était à table avec un court morceau de bois et le plus petit rabot de son père, travaillant le bord au toucher, le bout de la langue entre les dents. Marie était au sol avec sa poupée de chiffon, plongée dans une affaire d'une importance considérable qui ne nécessitait pas l'intervention des adultes. Du fourneau venait l'odeur de quelque chose à la mélasse, une nouvelle recette que Willa élaborait, ajustant au fur et à mesure. Le genre d'odeur qui s'infiltre dans les murs d'une cuisine et y reste pendant des années. La porte s'ouvrit. De l'air froid, puis les bottes de Seth sur la marche. Le son d'un homme qui sait que son retour est attendu et a cessé de le prendre pour acquis. Marie leva brièvement la poupée de chiffon dans sa direction en guise de salut et retourna à ses occupations. Jacques leva les yeux vers son père dans l'encadrement de la porte. Puis il baissa à nouveau les yeux vers le rabot et continua à travailler. Le regard qu'il avait porté contenait quelque chose qui n'avait pas été là au début. Seth accrocha son manteau, traversa jusqu'au fourneau et se tint Willa, regardant ce qui cuisait. Elle approcha la cuillère vers lui sans un mot. Il goûta, considéra tranquillement et sans se presser. Puis il la regarda. Elle reprit la cuillère. « Je sais, dit-elle. Plus de mélasse. » Le coin de sa bouche bougea. Il alla accrocher correctement son manteau et la laissa à sa tâche. Sur l'étagère au-dessus de la fenêtre, le panier à couture était là où il avait toujours été. La lumière tardive traversait la vitre, trouvait le couvercle en bois et s'y posait, chaude et immobile. Dehors, le vent soufflait dans les pins à la lisière de la propriété. Le cheval remuait dans l'enclos. De quelque part au-delà de la ligne des arbres, un oiseau lança un appel, long et sans hâte. La cabane conservait sa chaleur, n'attendant plus personne. Plus maintenant. Et c'était l'histoire de Willa, une femme qui était arrivée avec rien d'autre qu'une valise et une colonne vertébrale, et qui était repartie avec tout ce qui compte vraiment. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette histoire. Merci.